Bienvenue au 308. Pour ceux qui connaissent, on ne va pas le présenter, et à la Maison de l'Architecture. Donc, on est dans la dernière ligne droite du cycle matière qui a débuté début juin, où on va interroger un certain nombre d'acteurs sur la question de la matière en architecture. Ce n'est pas tout à fait la dernière date, mais presque. Donc ce soir, pour cette dernière ligne droite, cette dernière mois de programmation autour de la matière, on reçoit Boris Bouchet. Voilà, nouvelle richesse, c'est le thème de sa conférence. Rapidement, puisque je pense qu'il pourra se présenter par lui-même, mais pour contextualiser un peu les choses, Boris est donc un architecte de la génération 80, on va dire, qui a fait ses études, il est diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, où il enseigne d'ailleurs actuellement. Et en parallèle, il a travaillé quelques années chez Aubrac, voilà, où il a acquis pas mal évidemment d'expérience. Et rapidement, son parcours professionnel a été marqué, évidemment. On est tous influencés par un certain nombre d'architectes. On en a relevé quelques-uns, et notamment Frédéric Bonnet, qui est venu un peu ouvrir ce cycle par une conférence au mois de juin. Donc c'est bien de recevoir Boris ce soir pour compléter ce point de vue. Et puis on a noté aussi Simon Tessou, qui est architecte, et c'est plus un secret maintenant, membre du jury du palmarès régional aquitain d'architecture, palmarès dont vous allez entendre parler, je l'espère, très bientôt. Rapidement, pour finir cette petite introduction, je vous rappelle les dernières dates du cycle matière. Ça sera la semaine prochaine. On va aller visiter, on va rentrer dans le concret, une cimenterie à Bussac qui fait notamment du recyclage de béton. Donc on va aller voir un peu comment ça fonctionne. Et puis on aura la dernière conférence, cette fois-ci du cycle matière, qui aura lieu le 20 octobre et qui va nous faire voyager. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il faut noter la date et vous recevrez bien sûr les communications associées et vous pourrez découvrir le programme. Dernière chose, le Prada, on en parlait, on aura une grande remise des prix et une exposition qui viendra clôturer l'année le 10 novembre. Mais d'ici là, j'en profite pour remercier évidemment les partenaires du cycle matière parce que c'est important, sans eux, on ne pourrait pas monter ce type de projet. L'ADEME qui nous a massivement soutenus sur cette thématique et puis un certain nombre de partenaires privés, je ne vais pas tous les citer, mais comme j'ai aperçu Julien ici, je vais me permettre de citer 180 degrés ingénierie. On a aussi les Chaux de Saint-Astier qui sont des partenaires traditionnels chez nous, Carea et Aquitanis que vous connaissez, et puis évidemment les Ciments Calcia en lien avec la visite de la cimenterie. Je laisse la parole à Boris. Très bonne soirée à vous. Merci. Alors une petite précision, j'ai enseigné à l'école à Clermont là, pendant 9 ans, effectivement. Mais d'ailleurs, je vois quelques-uns de mes anciens étudiants là, que je vois un peu partout. En fait, je suis à Montpellier désormais, depuis l'année dernière. Voilà. Non, c'est bien, c'est comme ça. Alors, effectivement, je suis architecte, j'étais diplômé à Clermont, j'ai fait une partie de mes études à Lyon. J'ai travaillé à Paris, puis après je suis revenu à Clermont et j'ai mon agence qui est globalement à Clermont, une petite partie qui est dans le parc naturel régional du Livre-de-Forez, qui est un parc naturel juste à côté. Voilà, mais globalement l'agence est à Clermont-Ferrand et donc je fais quelques allers-retours avec Montpellier. J'étais à Montpellier là ce matin d'ailleurs. Voilà, donc on est une petite dizaine à l'agence aujourd'hui d'architectes et d'urbanistes. On travaille sur des sujets qu'on essaye les plus variés possibles. Et en particulier, on a beaucoup au départ de l'agence travaillé à la campagne. C'était plutôt une sorte d'opportunité. Ça correspondait aussi à un territoire dans lequel j'étais né, le Livre-de-Forez. Donc il y a pas mal d'exemples que je vais vous montrer qui viennent de là. Voilà, depuis, on commence à travailler aussi dans des régions un peu différentes, en ville. Pour moi, il n'y a pas d'architecte de campagne et d'architecte de ville. C'est très important de pouvoir répondre aux deux sujets. C'est d'ailleurs des territoires géographiques qui sont reliés et qui ont une influence l'un sur l'autre. Même si ils sont différents, c'est vrai qu'on a pas mal de géographes qui ont tendance à dire qu'il n'y a pas de limite, que la campagne aujourd'hui n'existe plus depuis on va dire la deuxième partie du XXe siècle. Moi, en tant qu'architecte, je pense l'inverse, c'est-à-dire que la campagne, c'est aussi un territoire qui existe en tant que tel et qui a des caractéristiques très différentes. Je donne toujours cet exemple, mais on
on travaille sur des projets urbains et on travaille sur un petit projet urbain à côté d'Ambert où on a vendu les terrains à bâtir à 12 € le mètre carré. Il y a quelques années. Et puis en même temps, on travaillait à côté de Lyon, dans la banlieue ouest de Lyon, où les terrains se vendaient donc, autour de 500 € le mètre carré. Et donc en voiture, il faut à peu près 1h15 quoi, pour aller d'un endroit à l'autre. Donc c'est vrai que c'est la même chose, que les gens à la campagne, ils ont des voitures et qu'ils peuvent, et que finalement ils ont un mode de vie qui est presque urbain. Malgré tout, il y a des différences. En tout cas, des différences qui sont marquées dans l'aménagement du territoire. Et donc je pense qu'on a intérêt à valoriser cette chose-là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des territoires variés. Et en tant qu'architecte, c'est intéressant de pouvoir travailler sur les deux. Ensuite, tu as cité Frédéric Bonnet. Il y a un des concepts qu'il a mis au point sur lequel je m'appuie, mais je ne suis pas du tout le seul. Je pense plein de gens à travailler sur ce sujet-là, qui est l'entrelacement des échelles, c'est-à-dire l'idée que, en gros, les différentes échelles du projet se répondent. C'est en fait une sorte de refus de la logique pyramidale qui consisterait à penser qu'on va du haut vers le bas, c'est-à-dire que le géographe définit la grande échelle, et puis on passe par l'urbaniste, l'architecte, puis l'ingénieur qui fait le chantier, et puis le designer qui fait les objets. Évidemment, en tant qu'architecte, on a la chance, la capacité, j'espère, de pouvoir traverser les échelles et donc d'avoir le droit finalement d'emprunter à toutes les échelles pour parler de nos projets. Ça, c'est un exemple d'une petite étude qu'on avait fait pour la ville d'Ambert il y a quelques années, où on avait travaillé sur finalement des boucles piétonnes qui rejoignaient en fait le centre d'Ambert à tous ces hameaux, ils sont assez nombreux, et qui étaient ponctués de petits événements dans chaque hameau de quelques maisons, comme des sortes de points d'appel. Et il se trouve que quelques années après, on a fait un de ces projets, on a réussi à mettre en œuvre un de ces projets, c'est un tout petit projet qui coûte 60 000 €, d'une fontaine dans un village. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire ce truc-là. Donc, du coup, on l'a fait réaliser par une association de réinsertion. Donc ça a mis assez longtemps, c'était compliqué parce que c'était en fait une fontaine sur un ruisseau. Donc c'était les pieds dans l'eau et tout ça. Voilà, mais c'est un tout petit ouvrage finalement qui est c'est une échelle de quelques finalement mètres dans un petit hameau qui concerne quelques personnes, mais qui finalement s'inscrit dans une stratégie qui est une stratégie à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste. Ensuite, il y a toujours en guise d'introduction dans les sujets dont je voulais parler avant de montrer un peu plus en détail les projets, c'est cette notion de père et maître. Ça correspond à un texte que j'avais écrit il y a quelques années, que vous pourrez trouver sur le site si ça vous intéresse, qui est en fait une interrogation qui nous est venue à l'agence au moment où on a construit ce bâtiment qui est en terre crue, qui en fait... En faisant des recherches sur la terre crue, on s'est aperçu d'une chose, c'est d'ailleurs ce que dit Frampton dans son bouquin L'architecture moderne. Il explique que en fait, le développement du béton armé en France en particulier est très fort parce qu'on a la tradition des piseurs qui sont en fait qui ont la capacité de fabriquer des banches, les bancheurs. Et en fait, en gros, il explique que du coup, le mur en pisé, c'est l'archétype du mur en béton. Et que donc aujourd'hui, quand on construit un mur en béton, finalement, c'est issu d'une tradition qui est liée au pisé. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que, architecte du XXIe siècle, finalement, quand on construit un mur en pisé, comme ça, dans un village, à côté d'autres murs en pisé, finalement, on est influencé par cette espèce de cette double influence qui est celle de nos maîtres modernes, des constructeurs en béton, de Corbu, je sais pas, le courant de la Tourette qui a quelques dizaines de kilomètres. D'une part, bien sûr, on a ça en tête, et d'autre part, on a aussi l'influence de nos pères, c'est-à-dire ceux qui ont construit le mur qui est juste en face, dans la rue d'en face, qui lui, évidemment, ne pensait pas au Corbu quand il l'a construit. Et donc, on est toujours marqué par cette double influence finalement de père et maître, et c'est ça qui est absolument intéressant et formidable. Et qui est riche finalement dans notre métier. Le thème nouvelle richesse, donc vous savez, c'est le thème qu'on a choisi là pour le pavillon français de la Biennale de Venise. C'était un texte qu'on avait écrit avec les copains du collectif AJAP il y a quelques temps, qu'on a souhaité reprendre là pour Venise du coup. C'est l'idée en fait qu'aujourd'hui, dans une société qui est globalement en crise, en difficulté économique, en gros, l'architecture, elle est potentiellement génératrice de nouvelles richesses, d'une richesse qui n'est pas forcément seulement économique, même si parfois elle peut l'être, mais qui est évidemment une richesse culturelle. C'est aussi l'idée qui est un truc un peu qui correspond à notre collectif, que finalement,
aujourd'hui, en tant qu'architecte, on a le devoir, et puis on est confronté, de toute façon, même si on n'est pas le devoir, on serait bien obligé, de travailler sur des sujets qui sont des sujets finalement assez courants, banals, on peut dire. C'est-à-dire une opération de logement social, une maison de retraite dans un village, une fontaine, c'est des sujets qui sont assez courants, où donc on travaille avec des budgets qui sont en général réduits, en tout cas limités, et finalement c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas toujours sur des sujets, même quasiment jamais, sur des sujets exceptionnels, emblématiques. Voilà. Et c'est vrai qu'une maison de retraite dans un village, on peut dire d'une certaine manière c'est un sujet exceptionnel, emblématique pour le village, même si c'est un sujet courant, difficile, etc. Et donc c'est aussi ça qu'on montre à Venise, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est des projets un peu, on va dire, sur des sujets courants comme ça. Alors, pour parler de ça, alors c'est vrai que du coup, je voulais dire aussi un mot sur le mot matière. Évidemment, la matière, c'est un des thèmes extrêmement fréquents dans nos réflexions à l'agence. D'ailleurs, c'est un cours il y a quelques années qu'on avait monté avec Frédéric Bonnet à Clermont. Je pense qu'il y a pas mal quelques étudiants là, que je vois là, qui l'ont eu, Thibaut, Camille aussi, Adrien, c'est ça. Ouais, je ne me rappelle plus tous les prénoms, et donc c'est un cours que Frédéric, je crois, donne encore maintenant à Paris et à Mendrisio, et que moi je donne à Montpellier, qui est un cours qui a pour thème la matière, qui est la thèse. La thèse, c'est en gros la matière est fondatrice de l'architecture. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Et donc ça fait partie en gros de nos réflexions de base, et c'est vrai qu'en plus quand on construit dans les territoires ruraux, c'est souvent un sujet intéressant. Alors on a fait au tout début de l'agence, c'est un projet qui court, qui est un peu long, qui était ce projet d'éco-hameau à Bertigna, à côté d'Ambert. Je ne vais pas vous parler de ça dans le détail, on a fait plusieurs opérations notamment cette petite opération de logement social qui est en pierre et en bois. Non, ce dont je voulais vous parler, c'était plutôt la fabrication des espaces publics, parce que au départ, c'était le programme d'un lotissement, et donc le budget d'un lotissement, bien sûr. En fait, une fois qu'on a eu tracé la route, fait les réseaux, on n'avait plus de sous, bien sûr. Donc, pourtant, on voulait quand même qu'il y ait des espaces publics et que ce village, ce petit bout de hameau vive, ce qui n'est pas facile, hein, même encore aujourd'hui, c'est un peu un gros chantier. Donc pour ça, en fait, on a organisé un certain nombre d'actions qui nous permettaient de fabriquer des espaces publics à moindre coût, notamment des journées avec une dame là, qui est ethnobotaniste, qui en fait a fédéré les gens du village pour récupérer les plantes par-ci par-là et venir les planter dans l'éco-hameau. Voilà. Et puis on avait pendant le chantier, on a trouvé une source en fait en terrassant, et du coup il y avait pas mal d'eau, et donc on s'est dit ce serait cool de pas la remettre dans le réseau, de la récupérer quoi. Et du coup on avait dessiné une fontaine, on ne nous avait pas demandé, mais on a quand même dessiné une fontaine, on avait 5 minutes, et évidemment il n'y avait pas d'argent pour la faire au départ, donc en discutant un peu, les élus trouvaient ça pas mal. Donc ils ont dit, on aurait un petit peu d'argent. Donc on a essayé, on a fait faire des devis, on a fait un petit appel d'offres. Bon, on s'est aperçu que notre fontaine, elle coûtait 3 fois le prix du budget, parce qu'en plus on en profitait pour ça fabriquait une sorte de grand mur de soutènement qui tenait le terrain d'à côté. Bon, finalement, on avait un peu exagéré comme d'habitude, et on n'avait pas d'argent. Donc du coup, on venait de faire le chantier de l'autre fontaine, là, et donc on a ressollicité cette association de réinsertion qui du coup a accepté, et on a réussi à passer dans le budget, c'est-à-dire qu'en gros c'était autour de 50 000 € je crois, je ne sais plus exactement, alors que les devis avec des maçons étaient largement supérieurs. Donc on a pu faire la fontaine, et ce qui est génial, c'est qu'en fait les équipes là, qui se sont succédées, ça a eu plusieurs équipes de réinsertion, en fait ils ont pris vachement ça à cœur, ils ont fait un travail magnifique, quoi, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue technique, la pierre donc c'est la pierre sèche qui a été mise en œuvre, et qui c'est un travail que je pense jamais on pourra obtenir un travail d'une telle qualité dans les projets futurs en pierre. Pour parler de la matière aussi, je voulais montrer un projet urbain, parce que la matière, c'est pas forcément la terre, le béton, le bois, c'est aussi la matière des projets, c'est-à-dire la matière des fois dont on hérite. On travaillait à Ussel avec les copains de l'atelier Georges sur le quartier de la Gare. Et sur le quartier de la Gare, il se trouvait qu'il y avait une parcelle qui était vraiment
singulière qui est en fait une grande parcelle où il y a un supermarché, en gros un intermarché même, je peux vous le dire, qui est en fait au départ donc qui était un peu qui est la locomotive du quartier d'un point de vue de l'animation, vous voyez bien le genre de truc. Et quand on est au démarrage de l'étude, juste genre un mois après, en fait, on a appris que l'Intermarché allait partir, qu'ils avaient déposé un permis de construire pour évidemment construire un Intermarché plus grand à la périphérie, à la sortie de la ville, quoi. Alors ils n'ont pas encore le permis, c'est compliqué, je crois, tant mieux. Mais c'était voilà le point de départ. En gros, on a commencé par une sorte de catastrophe pour le quartier, c'est-à-dire la disparition de ce qui était la locomotive et l'économie qui fait venir des gens, etc. Donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est dommage. Et donc, en fait, on a rassemblé on a passé plein de coups de fil, on a essayé d'appeler tous les producteurs qu'on a pu trouver dans le coin, et on leur a demandé s'ils étaient intéressés finalement pour faire ce qu'on a appelé un super local, c'est-à-dire un supermarché avec des producteurs locaux, en se disant quoi? Parce que évidemment, faire un supermarché avec des producteurs locaux, c'est pas nouveau, c'est très bien, tout le monde fait ça, heureusement. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait profiter des locaux de l'Intermarché, c'est-à-dire qu'en fait, de récupérer le bâtiment, parce que c'est un supermarché, quoi. C'est-à-dire il y a une boîte, il y a un parking, et que donc finalement, à moindre coût, on pouvait installer des gens comme ça dans un lieu. Donc la matière du projet, finalement, c'était ça. C'est-à-dire, la matière du projet, c'était le bâtiment, très mauvaise qualité, mais peu importe, qui préexistait. En se disant qu'après, au pire, si ça fonctionnait, alors au bout d'un moment, peut-être qu'on pouvait reconstruire, c'est-à-dire démolir le bâtiment, puis en reconstruire un autre, puis en profiter pour faire des logements dessus, mais que finalement c'était dans un deuxième temps et qu'on verrait bien comment ça allait marcher. Bon, c'est en cours, on va voir si ce projet fonctionne. Ça, c'est un autre projet, c'est un concours aussi qu'on a perdu, qui a été gagné par Simon Tessou d'ailleurs, avec un très beau projet, ceci dit. Donc on était, cette fois-ci, on est à côté de Clermont-Ferrand, une ville qui s'appelle Pont-du-Château, qui en gros qui est dans l'agglo, quoi. Et donc c'est une opération de logement social dans une sorte de quartier, qui s'appelle éco-quartier en l'occurrence. Où donc on construisait, on faisait le concours pour 2 bailleurs sociaux clermontois, et on se trouvait dans un environnement qui était un environnement finalement assez difficile. C'est-à-dire que nous, dans nos projets, on avait l'habitude de toujours regarder ce qu'il y avait autour, les matières, l'architecture. Et en fait, là, on était dans un quartier pavillonnaire, donc difficile, avec un environnement vraiment pas très inspirant, quoi, d'une certaine manière, si on peut dire ça. Et en fait, du coup, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver cette source d'inspiration? Et en réfléchissant, on s'est dit que finalement, l'urbanisation de ces zones, en fait, qui correspondent, on peut dire, une sorte de faubourg de la métropole, en fait, ça correspondait finalement à une autre époque, à l'urbanisation des faubourgs qu'on a trouvé autour des centres-villes, l'urbanisation du XXe siècle, quoi, en quelque sorte. Et on s'est dit, c'est la nouvelle urbanisation, enfin, c'est plutôt l'urbanisation des nouveaux faubourgs, c'est-à-dire, en fait, la ville a construit ses faubourgs, et maintenant, on va construire de nouveaux faubourgs à l'extérieur. Et donc, du coup, on est allé trouver une source d'inspiration dans les vrais faubourgs, c'est-à-dire dans les faubourgs clermontois, où il y a une architecture moderne absolument géniale, autour d'un architecte qui s'appelle Valentin Vigneron, par exemple, qui est un disciple des frères Perret. Et en fait, on a trouvé comme ça ce qu'on a appelé une sorte de vernaculaire urbain, c'est-à-dire une sorte de bricolage décoratif finalement des façades autour de tout ce registre de cadres en béton, de remplissage en briques et de motifs en briques qu'on retrouve bien sûr partout en Europe, mais qui est très marquant des faubourgs à Clermont. Et donc, on a essayé de travailler sur ce sujet-là, finalement, de la réinterprétation du motif de la brique, de la maçonnerie, du cadre et finalement des formes de la loggia, le porte-à-faux, le débord de toit, etc., qui était ce vocabulaire finalement des faubourgs pour refabriquer cette échelle finalement et inventer un paysage qui pour nous n'existait pas dans ce quartier. Voilà. Ensuite, on a essayé pour arriver à mettre la maçonnerie en façade, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui est compliqué d'un point de vue thermique, vous savez. Donc pouvoir mettre le béton et la brique en façade. On a essayé de mettre au point, on verra, on ne sait pas si ça marche, puisqu'on a perdu, on essaiera d'autres fois, du coup d'avoir la maçonnerie en façade et d'avoir des planchers en bois. Il se trouve que dans la région, on a des fabricants de seconde transformation du bois qui sont extrêmement efficaces. Et du coup, on avait étudié la possibilité d'avoir des dalles en bois massives qui permet donc de limiter les ponts thermiques et donc d'avoir une isolation par l'intérieur. Voilà. Et c'est vrai que c'était un calcul un peu théorique, évidemment, et il aurait mérité d'être vérifié, mais ça nous a permis
ça nous permettait, en tout cas à l'époque, d'avoir une économie globale sur la technique qui nous permettait en gros, sur les 60 logements, d'avoir à peu près 45 000 € d'économie, ce qui correspond à peu près 1,5 mètre de fenêtre en plus par logement, ce qui est évidemment considérable quand on sait que dans un logement social, malheureusement, c'est difficile de mettre des grandes fenêtres. Voilà. Bon, on ne sait pas si ça aurait marché. Alors, voilà, c'était une sorte d'introduction. Je vais maintenant montrer trois projets différents, un peu plus dans le détail. D'abord, le projet de Marsac-en-Livradois, c'est un projet qu'on a beaucoup vu, qui est un peu, qui a des qualités et des défauts, mais bon, dans ce cycle-là, je voulais quand même le montrer. C'est un projet en pisé. Voilà, donc c'est le premier projet qu'on a fait à l'agence, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, qui est dans un village, Marsac-en-Livradois, qui est vraiment au cœur du Livre de Forez. Il est dans la vallée, c'est un village qui est construit en pisé, hein. La plupart des maisons, il y a un étudiant là, récemment qui a fait son mémoire dessus, et il m'a dit qu'il y avait 75% des maisons qui étaient construites en pisé dans le village. Bon, ça se voit pas parce que souvent elles sont enduites, mais je le crois. Et donc le projet, c'était la construction d'une maison de santé et d'une épicerie. Enfin, au départ, le projet, c'était un peu différent. C'était construire deux cabinets, un cabinet, deux cabinets pour des médecins, sur une dent creuse que la commune avait rachetée au préalable, et sur lequel elle avait démoli un ancien hôtel qui était en ruine. Et donc au départ, c'était ça. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'esquisse et de la présence des professionnels de santé, en fait, la commune s'est aperçue qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Et donc, ils avaient finalement regroupé plusieurs médecins, un kiné, un cabinet infirmière, etc. Et puis l'épicerie Casino qui était dans le centre du village, qui s'est montrée motivée pour revenir sur cette grande traverse là qu'on voit ici, qui est en fait la voie qui traverse tout le Livre de Forez du nord au sud. Voilà, donc l'idée du projet, l'implantation du projet, c'est un bâtiment en L qui vient légèrement se reculer de cette grande traverse très passante et qui en fait fait finalement le point d'accroche entre la traverse et puis le centre du village, l'église en particulier, c'est pile en face. Et donc l'implantation, c'est une implantation qui est légèrement en recul, qui permet d'avoir une petite place sur le devant qui aujourd'hui est plutôt un parking d'ailleurs, parce que en attendant l'aménagement de la traverse. Voilà. Et qui donc prend un peu de recul par rapport à la rue, même si cette partie est alignée. En fait, on a travaillé sur une opposition de registres de façade, une façade sur cette traverse et une façade sur l'arrière, avec deux expressions finalement assez différentes, c'est-à-dire sur le devant, une expression plutôt de filtre en bois, alors que sur l'arrière, une expression plutôt de cadre, qui est du côté, dans le Livre de Forez, le paysage est de deux côtés, mais disons que le paysage est plus marquant, en particulier l'église de ce côté-là, sur l'arrière en quelque sorte. Voilà. Ensuite, ce registre de façade, il est aussi lié à l'organisation du plan. Parce que en fait, c'est donc une maison de santé. Ce qui est compliqué, c'est que dans une maison de santé, c'est que en fait, il y a différents professionnels de santé, et que dans ce cas-là, les professionnels de santé nous avaient demandé de ne pas avoir de salle d'attente en commun. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas mélanger les médecins et les kinés. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et du coup, c'était un vrai problème parce que ça reste quand même un petit équipement, et donc faire une salle d'attente pour chaque profession de santé, c'était compliqué, d'une part. Voilà. Puis d'autre part, on trouvait que le modèle comme ça de la salle d'attente n'était pas un modèle extrêmement, très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire on se retrouve comme ça en face de gens, on ne sait pas trop quoi se dire. C'est un peu, on se dit qu'est-ce qui va me profiler comme maladie et tout ça. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc plus ouvert à trouver. Et en fait, on a mis du coup au point avec eux une sorte de dispositif, c'est qu'en fait les salles d'attente, c'est un peu clair, excusez-moi, mais c'est juste des alcôves de la circulation. Et du coup, on a mis la circulation en façade, ce qui permet évidemment de l'éclairer. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est exactement comme ça que ça marche, c'est que c'est un espace public, c'est-à-dire même si c'est à l'étage, on monte et on arrive ici, en fait cet endroit est vraiment, c'est un espace public, c'est-à-dire 6 jours sur 7, la maison de santé est ouverte et vous pouvez y aller, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de contrôle, alors évidemment c'est à la campagne, tout va bien, mais malgré tout ça fonctionne, c'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez rentrer, il n'y a aucun contrôle d'accès, il n'y a pas de code, rien du tout, et c'est vrai que cet espace fonctionne comme un espace public, c'est comme une sorte de prolongement de la rue. Et du coup, l'alcôve, c'est-à-dire les gens discutent
en fait, dans la circulation. Et puis après, quand ils sont dans l'alcôve, c'est plutôt le lieu du calme, finalement. C'est-à-dire que c'est l'endroit où, voilà, où on attend tranquillement. Et on est, cet espace-là, là, finalement, face au paysage, avec la lumière, etc. Donc du coup, c'est pour cette raison, évidemment, qu'on a ces filtres-là qui fabriquent une forme d'intimité vis-à-vis de la rue. Voilà. Et donc à l'inverse, de l'autre côté, c'est le cabinet qui, eux, sont plutôt un cadrage sur en tout cas la partie du bureau du médecin, pas la partie de l'auscultation, est une partie qui est ouverte sur le paysage. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux registres, un registre arrière, un registre avant, et il y a aussi on va dire dans les façades. Et d'un point de vue des matières, il y a aussi un double registre plus classique de superposition de l'objet léger en bois sur un objet lourd en maçonnerie. Alors pas tout à fait, vous voyez dans le schéma, c'est-à-dire qu'en fait la maçonnerie elle remonte à l'intérieur et le bois il descend aussi sur le devant, c'est-à-dire que c'est un objet en fait, qui a l'air d'être simplement superposé avec une ligne mais qui a une sorte d'imbrication un peu plus complexe. Voilà. Et donc pour la maçonnerie, on a choisi d'utiliser donc le pisé, c'est-à-dire la terre crue compactée, une technique caractéristique de la région. Voilà. Bon, toutefois, d'un point de vue technique, c'est vrai qu'on avait la commune, quand on leur a proposé ça, ils étaient assez emballés. Je disais, ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas, ça raconte une histoire, l'histoire de notre village. Mais bon, ils nous avaient dit, nous, on veut, c'était à l'époque de la RT 2012, ils avaient dit, nous, on veut un bâtiment BBC performant. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, on ne connaissait rien au pisé. On ne connaît pas grand-chose encore aujourd'hui, mais en se renseignant, on a compris que le pisé, ce n'était pas vraiment isolant, quoi, malgré ce qu'on pouvait nous dire. Et donc, du coup, on a mis au point un certain nombre de dispositifs qui nous ont permis d'isoler ce bâtiment tout en ayant du pisé visible à l'extérieur et à l'intérieur dans certains cas. Parce que, évidemment, c'était l'objectif, c'est-à-dire faire un bâtiment en pisé. Aujourd'hui, faire un bâtiment en pisé, il n'y a pas vraiment de réalité technique, c'est-à-dire on va toujours trouver une matière qui va être à un meilleur prix, plus efficace ou plus sur différents plans. Ça se discute ce que je dis, mais on va dire que de manière un peu basique, c'est plutôt ce qu'on se dit au départ. Donc si on faisait du pisé, c'était avant tout pour une question culturelle, c'est-à-dire que c'était pour dire qu'il fallait que cette technique perdure, que ça correspondait à l'image du village, etc. Voilà. Et donc, c'était intéressant que le pisé se voit, bien sûr, de ce point de vue-là. Et donc, on a essayé de mettre au point tout un tas de dispositifs, en particulier un dispositif peut-être un peu superfétatoire, un peu riche peut-être, mais c'est ce qu'on a fait à ce moment-là, qui est un double mur en pisé, c'est-à-dire on a un mur en pisé porteur à l'intérieur, une isolation en liège au milieu, et puis une autre façade en pisé à l'extérieur, qui nous permet du coup d'avoir un mur qui est à la fois perspirant, qui est un mur structurel, et puis qui se voit en pisé. Voilà. Après, on a, par exemple, sur cette façade-là, où on a décalé en fait le mur ossature-bois et le mur en pisé, ce qui nous permet de ne pas avoir double mur pour mettre l'escalier de secours. Et puis sur la façade nord, à l'arrière, cette fois-ci, on a mis le mur en pisé à l'intérieur, puisqu'on est sur une héberge et sur un front voisin. Voilà. Et donc cet endroit-là, d'ailleurs, ça nous permet de fabriquer cet espace-là qui est l'espace d'accueil. On avait une difficulté dans le projet, c'est qu'en fait les médecins ne voulaient pas de secrétaire en commun, donc il n'y a pas vraiment d'accueil dans cette maison de santé. C'est en fait plutôt une sorte il y a un hall et avec un ensemble de cabinets répartis. Donc il n'y a pas réellement d'accueil, donc il n'y a pas d'accueil physique, donc il n'y a pas de besoin d'accueil. Donc personne ne voulait dépenser de l'argent pour faire un espace vaste. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que du coup on va aller profiter des circulations verticales de l'entrée aux salles d'attente que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement, trouver un dispositif architectural pour le mettre en valeur. Donc, c'est cette espèce de grande fenêtre de toiture qui, vous avez dit que le plan était un L, mais la coupe, c'est aussi un L, qui en fait est appuyée donc, contre la façade nord et donc s'ouvre au sud. Voilà. Et avec le débord de toit, du coup, ça nous permet de fabriquer évidemment des apports solaires et d'avoir ce mur en pisé intérieur là qu'on voit ici, qui du coup joue le rôle on peut dire d'une sorte de mur trompe finalement, puisque l'été, il ne reçoit pas le soleil, alors que l'hiver, le soleil étant beaucoup plus bas au sud, il le reçoit. Voilà. Mais c'est vrai que c'est surtout un endroit finalement, en fait, c'est un couloir qui est valorisé par ce dispositif en plan. Voilà un deuxième projet qui est aussi dans le livre de Forez. Je crois que oui, les trois sont dans le livre de Forez. C'est donc une petite opération de logements sociaux qu'on a réalisée pour le compte d'une communauté de communes dans un village qui est le village de Terol. En gros, il y a 5-6 maisons. Terol, c'est dans une commune qui s'appelle Domèze, qui fait
quelques centaines d'habitants, dans une communauté de communes qui est celle de Quinriat, qui est sur les monts du Livradois, une communauté de communes où je pense qu'ils arrivent péniblement à 5000 habitants aujourd'hui au total, même pas je pense. Donc c'est vraiment une petite communauté de communes, mais qui a voilà, une forme de dynamisme et qui du coup évidemment ne se laisse pas abattre et mène tout un tas de projets sur différents sujets. Par exemple, il y avait le collectif ETC là, qui avait mené une étude de Centrebourg très intéressante. Vous avez dû voir, ils avaient fait un film qui s'appelle La glace à la fourme, là, qui est vachement rigolo. Voilà, donc c'est une commune dynamique. Là, il se trouve qu'il y a quelques années, ils avaient racheté une ferme dans ce village de Terol. Au départ, leur idée, c'était de faire des gîtes pour touristiques, parce qu'il y avait des subventions à ce moment-là qui correspondaient. Et puis, ils ont laissé un peu passer le coche, et du coup, il n'y avait plus de subventions pour les gîtes touristiques. Donc, ils avaient un peu ce bâtiment sur les bras, ils ne savaient plus trop quoi en faire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait plutôt des subventions sur la rénovation pour le logement social. Et donc, ils se sont dit, on va faire du logement social à cet endroit-là, puisqu'il y a des subventions. Et je trouve que par ailleurs, c'était aussi une bonne idée, parce que c'était une manière de donner, de permettre à des gens d'habiter dans des logements. Il faut savoir qu'à la campagne, enfin en France, c'est à peu près 3/4 des gens qui sont accessibles au logement social, et 2/3. Et à la campagne, c'est plutôt 3/4, 80%. Donc ça veut dire la plupart des gens, en gros, ont accès au logement social. Et le logement social, dans ces territoires-là, il sert souvent de parcours résidentiel, c'est-à-dire que soit en gros pour les jeunes qui n'ont pas encore les moyens ou n'ont pas encore trouvé le projet de la construction, de la rénovation de leur logement, d'une part, et puis souvent aussi les personnes âgées qui, après leur vie, en fin de vie active ou après au moment de leur retraite, en fait, cherchent à trouver un logement qui est peut-être plus approprié, plus adapté à leur pratique, à leur vie. Voilà. Et donc il y avait effectivement un sujet intéressant. Ce qui était intéressant aussi dans le programme que nous a confié la commune, c'est que finalement, ils avaient racheté ce bâtiment et puis ils avaient un peu un doute sur l'intérêt de le garder. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous ont dit, bon voilà, il y a ce bâtiment, franchement, regardez bien, mais faut peut-être le démolir, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut vraiment grand-chose, voilà. Et c'est vrai que il se trouve que pendant l'hiver qui a précédé le chantier, il y a un bout de la toiture qui s'est envolé, un bout de mur qui s'est effondré. Quand le géomètre est venu faire le relevé du bâtiment, c'était assez marrant parce qu'en fait, il nous a appelé, il nous a dit bon, je vous envoie le plan, et il nous a dit mais franchement, il faut le démolir le bâtiment, il ne faut surtout pas le conserver. Hein. Donc c'était marrant parce qu'un géomètre, il s'en fout, quoi. Il fait ses relevés. Mais là, vraiment, il nous avait donné le conseil de le démolir, quoi. Bon, et donc on avait fait plusieurs projets. On avait des projets, on démolissait jamais complètement, mais on avait des projets, on démolissait une partie, on étendait, on faisait voilà. Bon, il se trouve qu'on est arrivé à un moment où il a fallu décider et où on a pris la décision avec la commune de conserver le bâtiment et de même pas l'étendre, c'est-à-dire vraiment de rester dans le volume existant. Alors c'était aussi, nous c'était notre proposition, et c'est vrai que au début, même si la collectivité était un peu hésitante quant à ça, ce qui a emporté la décision de leur côté, c'est qu'en gros, il n'y a pas de subvention pour le logement social neuf. Et donc, voilà. Donc du coup, c'était une bonne chose. On a gardé le volume existant. Alors du coup, se posait quand même une question, c'est que on se trouvait dans un hameau de 5-6 maisons. Le programme, du coup, on était arrivé à dire ces 3 logements sociaux. 3 logements dans un village où il y en a 5 déjà. Ça veut dire que vous imaginez qu'il y a un impact fort sur l'état social du village. Vous imaginez qu'en gros, on a presque doublé la population. Évidemment, c'est facile quand il y a 5 maisons, mais n'empêche que ça a un impact fort. Et donc, il y avait, pour nous, c'était une donnée qui n'était pas si évidente que ça. En particulier parce que quand on fait une opération publique comme ça, il y a des moyens, on va dire, qui sont peut-être un peu supérieurs à une réhabilitation normale d'un particulier. Et donc, souvent, on avait vu des exemples comme ça de réhabilitation de fermes dans des villages pour un logement sociaux, qui étaient, où on refaisait le crépi, qui étaient finalement assez rutilantes, brillantes, etc. Et on trouvait qu'il y avait un problème à faire ça, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, dans un village, venir implanter un bâtiment de logement social avec une image complètement rutilante, parce qu'il y avait une sorte de violence finalement à venir comme ça implanter 3 familles dans ce village. Donc en fait, on s'est dit, voilà, il y avait ce premier sujet, puis il y avait un deuxième sujet qui était ce patrimoine, c'est-à-dire que cette ferme, elle est
intéressante d'un certain point de vue, mais ça correspond à un patrimoine banal, c'est-à-dire que c'est pas, évidemment, c'est très loin d'être protégé. Il y a des dizaines de fermes qui tombent en ruine chaque année, qui disparaissent dans la forêt, dans le livre de la forêt en permanence. Et donc, finalement, on voit bien que c'est pas un patrimoine on pourrait dire, il n'y a pas de valeur patrimoniale au sens culturel. En tout cas, on va dire d'un point de vue collectif, quoi. C'est-à-dire, on va pas dépenser, on va pas faire d'efforts, personne ne va faire d'efforts, la DRAC ne va pas nous dire il faut absolument sauver ce bâtiment, c'est évident. Toutefois, on a quand même, il y avait une valeur, enfin, on a pensé que ce bâtiment avait une valeur patrimoniale au sens de ce qui existe, c'est-à-dire au sens du fait que ce bâtiment existe, qu'il est déjà là et que le démolir, c'est toujours perdre quelque chose. En particulier, on a fait le raisonnement, s'il fallait le reconstruire, est-ce qu'on en serait capable? Combien ça nous coûterait? Donc c'était du coup intéressant de le garder. Et c'est pour cette raison en fait, qu'on a choisi de garder ce bâtiment tel qu'il est et surtout d'en garder son aspect général. Et pour ça, le premier travail qu'on a fait, c'est un travail on pourrait dire un peu d'archéologue, c'est-à-dire qu'en fait on a fait le relevé de l'ensemble des baies qui composaient cette ferme. Et dans une ferme, vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire il n'y a pas une baie pareille. Elles ont toute une taille différente, il y a des encadrements en bois, en pierre, des arcs de décharge. Enfin, en plus, celle-là qui avait subi, on va dire, plusieurs constructions, rénovations successives, avait ce genre de choses. Alors là, ce que vous voyez là, c'est pas le relevé, c'est la conséquence du relevé, c'est-à-dire c'est le dessin du projet à partir du relevé. C'est-à-dire que du coup, on a travaillé sur ce sujet-là de la menuiserie, du cadre finalement de fenêtres, et où on a fait finalement un projet par fenêtre, en se disant que c'était finalement l'état d'esprit de cette ferme où il y avait un projet par fenêtre, puisque chaque fenêtre avait une fonction et que la porte de grange n'était pas la même fonction que le petit soupirail de la cave à fromage. Voilà. Et donc on a cherché quelle était la matière, finalement, la matière qui était la plus vernaculaire pour faire ça. Et c'était pas le bois, ni la pierre, ni le pisé. La matière la plus vernaculaire, en fait, pour refabriquer ces cadres qui étaient la moitié étaient pourris, c'est le béton. Et on a fait cette hypothèse-là que le béton était la matière la plus facile, la plus disponible, finalement, pour refabriquer ces cadres. Et en fait, ça a bien marché, parce que le maçon qui a été pris au moment de l'appel d'offres, il a vraiment joué le jeu de ça, c'est-à-dire que en fait, il a monté une petite centrale sur place, il a fait son béton sur place, et puis il a utilisé un tas de planches, en gros, pour fabriquer les cadres. Alors, on lui a dessiné les cadres, c'est vrai qu'on a fait tout un petit dessin assez précis, mais du coup, finalement, c'était vraiment une pratique artisanale, c'est-à-dire exactement comme un particulier aurait pu le faire. Voilà, avec son tas de planches qu'il a et ses coffrages qu'il a montés sur place. Voilà. Et donc, on a pris en fait, le parti de dire tout ce qui est en parpaing, il y avait des sortes de réhabilitation en parpaing, on le fait on remplace par du béton qu'on va laisser brut, cette partie par exemple, là, qui était une partie en parpaing. Et puis ensuite on s'est donné des règles, on s'est dit la façade sur le village, sur le hameau, en fait on reproduit exactement le dessin en façade des fenêtres existantes. Et à l'inverse, du côté paysage, on se donne des libertés, c'est-à-dire on fait des trous dans la façade, là où le logement le nécessite finalement. Voilà. Alors après, quand je dis qu'on a repris le dessin, on a repris le dessin général, la forme générale, c'est pour ça qu'il y a une espèce de croix là par exemple, je ne pense pas qu'on ait dessiné ça sinon. Par contre, après, on a évidemment dessiné une sorte de détails un peu particuliers autour de cadres, d'éléments de béton extrêmement légers, qui font juste 8 cm d'épaisseur. Voilà, qui en fait caractérise ces baies. Voilà, ça c'est le jardin d'hiver par exemple du T4. Voilà, ça c'est des photos plus finies. Et donc ce travail de béton, c'est y compris à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des parties à l'intérieur, il y avait un mur de refend qui était en très mauvais état par exemple, qu'on a dû démonter et qu'on a reconstruit du coup, c'est cette chose-là, avec un portique en béton, et puis ces éléments qui sont en fait des éléments qui ne sont pas porteurs, qui sont des éléments de menuiserie en béton, et puis les menuiseries en bois, qui séparent le logement de son jardin d'hiver. Voilà. Et donc, finalement, le résultat, c'est que en fait, cette façade qui était déjà bricolée, finalement, c'est-à-dire qu'elle avait plusieurs époques, avec du crépi, des parties de crépi qui s'étaient abîmées, des parties en pierre plus intéressantes. Finalement, on a continué dans cette idée de bricolage de ce patrimoine, avec le béton qui est resté exactement comme il est, avec les reprises d'enduit, vous voyez, qui sont parfaitement visibles, comme une sorte de grosse tache, finalement, autour. En fait, on s'est dit que c'était bien comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas refaire l'ensemble des joints, qu'il ne fallait surtout pas refaire le crépi, que c'était exactement l'histoire de cette ferme que de continuer dans ce sens-là. Voilà, ce genre de choses.
Alors ensuite, le gros intérêt de construire dans cette ferme-là, c'est évidemment ses volumes. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand on fait des logements sociaux, on a 9, il faut construire à 2,50 m sous plafond, même de plus en plus à 2,40 m pour passer dans les budgets. C'est un peu dur comme situation. Et donc là, on avait la chance d'avoir des volumes qui existaient, qui préexistaient. Donc il fallait en profiter. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc la plupart des logements en fait, sont organisés sur des volumes importants avec des grandes hauteurs sous plafond. Ça, c'est par exemple le T5 où dans l'espace de vie, on va finalement du rez-de-chaussée jusqu'au faîtage. On a 8 mètres, je crois, sous plafond. Et en fait, on s'est servi du coup de dispositifs de mobilier pour finalement organiser l'espace. Ouais, c'est l'escalier qui permet après qui dessert l'ensemble des chambres. Et au départ, on avait une difficulté, c'est que dans le logement social, en général, on ne fabrique pas le mobilier, c'est-à-dire on laisse les gens installer leur mobilier, c'est-à-dire il n'y a pas les sous pour le faire, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un peu dommage parce que, en particulier à la campagne, quand les gens prennent un logement social, c'est plutôt pour, donc je l'ai dit, pour une étape. Et donc, en particulier les jeunes, ils ont à ce moment-là pas forcément beaucoup de meubles. Et du coup, ce qu'ils font, comme ils ne veulent pas investir, puisqu'ils ont l'idée d'avoir un projet dans quelques années, du coup, ils achètent des meubles hyper mauvaise qualité. Ils bricolent un peu, quoi. Donc c'est toujours dommage, parce que quand on passe 5 ans dans un endroit ou 10 ans dans un endroit, c'est toujours dommage d'être dans un endroit qui n'est pas confortable. Et donc, nous, on avait dessiné des meubles pendant toutes les études. Et puis, au moment de l'appel d'offres, on voyait bien qu'on ne passait pas dans le budget, donc on les a mis en option. Et puis, on avait une autre option qui était la rénovation des façades, que les élus avaient souhaité garder, ils hésitaient un peu. Voilà. Et en fait, au moment de l'appel d'offres, c'était à peu près le même prix, autour de 40 000 €, les meubles ou la façade. Et du coup, on a décidé de faire les meubles, c'est-à-dire de ne pas faire la façade, de plutôt faire les meubles. Et du coup, on a toutes les cuisines, les escaliers, qui sont dessinés sur mesure, fabriqués par un menuisier du coin, avec du bois du coin. Vous voyez, ça c'est le grand meuble qui est à l'étage des chambres, qui sert pour faire les devoirs, pour repasser, je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc dans tous les logements, en fait, on a dessiné tous les meubles, ce qui était évidemment un truc super intéressant. Voilà. Ça, c'est les photos vides. Et puis après, voilà, je vais vous montrer quelques photos habitées. Il y a une famille là, qui habite dans le T4. En ce moment, et qui en fait a pris la mesure de ce logement. C'est vraiment intéressant de voir à quel point ils se sont appropriés le jardin d'hiver. Ça, oui, ça c'est des meubles dont ils disposaient auparavant, et de voir que l'espace qu'on a conçu, les gens se sentent bien dedans, tout simplement. Voilà, pour terminer, un dernier projet. Je vous ai montré un projet en pisé, un projet de réhabilitation. Et je voulais vous montrer un autre projet qu'on a fait avec Simon Tessou, qui est un projet de centre de loisirs, qui est un peu, en termes d'attitude d'architecte, qui renverse un peu nos idées de départ, nos idées précédentes, on va dire. Donc en fait, on a été retenu pour faire un centre de loisirs avec Simon, avec une sorte de réputation d'architecte qui allait construire plutôt des bâtiments écologiques en bois. Voilà. Et en fait, avec Simon, quand on a commencé ce projet, on avait fait plein de projets en bois. On avait un peu ras le cul. Donc on s'est dit, en fait, on n'a pas envie de faire un projet en bois. En fait, on va faire un projet en béton. En plus, c'était un peu singulier parce que c'était un centre de loisirs. Donc vous imaginez un centre de loisirs. Il y avait un peu dans l'esprit de tout le monde l'idée que le centre de loisirs, ça doit être un peu coloré, un peu ludique et tout ça. Et donc nous, c'était pas du tout notre idée. Et en fait, on a fait un projet plutôt en béton, gris, avec un peu de bois, vous allez voir. Mais en se disant, en fait, la couleur, c'est pas du tout, c'est pas le bâtiment qui doit être coloré. C'est ce que feront les enfants dedans, c'est-à-dire c'est les manteaux des enfants, les dessins, les sculptures, etc. Et donc l'architecture, elle a deux rôles. En gros, c'est d'être discrète vis-à-vis des enfants et d'être discrète vis-à-vis du paysage. Et on était dans ce village à Arconsa, qui est en fait un village construit sur un éperon rocheux, en granit, gris. Et c'est sa qualité finalement dans le village, c'est d'être gris. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a proposé, c'est-à-dire on a travaillé sur ce thème-là, c'est-à-dire le thème de l'affleurement rocheux, autour de cette idée-là, qui sont en fait 4 carrés de 15 mètres de côté, légèrement décalés en plan et en coupe, qui du coup fabriquent en fait des façades
qui ont un rapport au sol et un rapport au ciel qui fabriquent une ligne brisée, c'est-à-dire une forme d'aléatoire en quelque sorte dans le rapport au sol et le rapport au ciel. Il y avait aussi une autre chose, c'est que en fait, la commune avait acheté cette parcelle, vous voyez, pour construire ce centre de loisirs, enfin la communauté de communes, pardon. Et c'était une parcelle assez classique dans son implantation de centre de loisirs, c'est-à-dire à l'entrée du village, dans la continuité du lotissement qui était en train de se construire. Et qui était, ça nous plaisait pas tellement cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on avait en tête l'image du centre de loisirs à l'entrée du village, entouré de clôtures, avec les jeux de couleurs autour, qui en général est assez bizarre dans le paysage, quoi, assez incongru. Voilà. Et donc la première idée qu'on a eue là autour de cette idée d'affleurement rocheux, c'est de dire, en fait, le bâtiment, il va être en gros, les limites basses du bâtiment, le pied du bâtiment, c'est la limite du paysage. C'est-à-dire qu'en fait, devant le bâtiment, il y a à peu près, si on descend jusqu'à la vallée de la Durolle et puis après la Dore, on a 50 km de campagne où il n'y a pas grand-chose, où il n'y a pas quelques villages par-ci par-là, mais en gros, on a 30 km de forêt et de champs devant nous. Et donc, en fait, on a le devoir, en gros, de fabriquer notre premier plan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur le champ du dessous pour faire le premier plan. En fait, le premier plan, c'est le projet qui doit le fabriquer. Et le premier plan, c'est le premier plan du paysage. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un champ, tout simplement. Et donc, on a réussi à faire ça, c'est-à-dire à dire, en gros, tous les ouvrages sont contenus dans l'enveloppe bâtie. Et ce qui est devant, ça reste du champ avec une clôture à moutons. Ce qui n'était pas au départ forcément évident pour les élus, c'est-à-dire qu'ils avaient racheté une parcelle, qu'ils avaient dû négocier tout ça. Ils avaient bien dans l'idée quand même qu'ils allaient pouvoir s'en servir, qu'on allait aménager un peu tout, quoi. Voilà. Bon, finalement ça a fonctionné. Et puis il y avait une autre chose, c'est que on était évidemment dans la pente, et donc c'était une manière aussi de venir s'étaler devant la pente, d'étaler ces 4 volumes face à un paysage qui est en plus plein sud, un paysage magnifique. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que par ailleurs, dans ce centre de loisirs, dans le programme du centre de loisirs, il y avait tout un tas d'espaces extérieurs, c'est-à-dire de terrasses pour le restaurant, des espaces de jeu pour les petits, pour les grands, un préau, enfin voilà, tout un tas d'espaces extérieurs. Et en gros, on avait identifié ces espaces extérieurs, il y en avait à peu près 4, quoi. Et ça correspondait à nos 4 carrés en plan. Et donc, on a réparti un espace extérieur finalement par carré, en disant l'espace extérieur, il fait partie de l'architecture, c'est-à-dire l'infrastructure fait partie de l'architecture. Il n'y a pas un espace en plus finalement. Et donc, on a intégré ces trous-là, qu'on aperçoit là, au volume finalement. Et du coup, ce qui fait que les espaces extérieurs en fait sont toujours dans une situation de belvédère, de terrasse, de sol plat, et intégrés au volume. Voilà. Ou à l'intérieur, ça c'est une sorte un patio là pour les petits. Et puis il y a un truc intéressant dans ce bâtiment avec cette espèce de ligne brisée, c'est que du coup, en fait, bien sûr, quand on est face à un paysage comme ça, magnifique, avec des kilomètres et des kilomètres de vue, évidemment, ce qui marque le plus, c'est le paysage qui est en face. Mais ce qui était intéressant, c'est du coup de fabriquer autre chose. C'est-à-dire, et du coup, ces décalages, en fait, ils permettent de fabriquer des vues biaises, et puis finalement de voir le bâtiment. C'est-à-dire que c'est pas très souvent, à part quand on retourne le bâtiment, quand on a un patio, je sais pas quoi, c'est pas si évident, c'est assez rare, en particulier quand on a un bâtiment longitudinal comme ça, face au paysage, c'est assez rare de regarder le bâtiment depuis l'intérieur. Et donc c'était une de ses qualités, une qualité de ces décalages-là, c'était de voir le bâtiment depuis l'intérieur et donc de fabriquer des vues biaises. Voilà. Après, sur la matière qu'on a utilisée, donc je dis que c'était en béton principalement. Alors, pas tout à fait, vous voyez, hein, c'est du béton plus du bois. C'est-à-dire qu'en fait, on a finalement, en termes de... Enfin, on s'est inspiré en gros d'une architecture vernaculaire qui est, n'importe quel bâtiment agricole qu'on trouve dans l'Iverdor-Forez, ou d'ailleurs on peut dire partout dans le monde, où en fait le dessin de la fenêtre est rarement un dessin répétitif, c'est-à-dire la fenêtre est un objet qui s'adapte à la situation. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait aussi là, c'est-à-dire que sur ce projet, il y a très peu d'effets de répétition finalement, quelques effets de répétition, mais globalement on a cet ordre hybride finalement entre le béton et des remplissages de menuiserie. C'est-à-dire c'est une sorte d'extension finalement du domaine de la menuiserie qui nous permet, c'est-à-dire on part de la menuiserie en bois, qui est le cadre qui fait le rapport au paysage, et il y a des extensions. Vous voyez par exemple le bas de cette menuiserie, en fait, ça se voit pas, mais il y a les grilles. On les voit pas, mais en fait ça fabrique les grilles de ventilation de la chaufferie qui est en dessous, par exemple. Voilà.
Et donc, en gros, à chaque fois, comme ça, on a une extension de la fenêtre, d'une manière ou d'une autre, avec tout un registre finalement de bardage bois, de filtres bois, qui permettent après des utilisations différentes. Là, par exemple, on a les fenêtres ouvrantes qui sont derrière, du coup, sans garde-corps. Voilà. Et donc, parfois, on va jusqu'en haut, c'est-à-dire on supprime le linteau en béton. Et donc, on est sur cette architecture hybride bois et béton, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça, c'était aussi un enjeu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, la réglementation thermique nous pousse à avoir une vraie différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a besoin de bien isoler, de fabriquer des boîtes hermétiques, du coup, on a tendance à opposer intérieur et extérieur. Et en termes d'expression architecturale, et parfois c'est tout à fait approprié. Dans ce cas-là, ce n'était pas notre intention, parce que le centre de loisirs, c'est un espace qui est en gros utilisé les 3/4 pendant l'été, puisque c'est les vacances et les mercredis. Donc en gros, la plus grande occupation, c'est l'été. Et donc ça veut dire que les enfants, les animateurs, en fait, sortent et rentrent en permanence. Et du coup, on a voulu travailler sur ce sujet-là, c'est-à-dire de dire que en gros, l'intérieur et l'extérieur, c'est exactement la même chose. Ça, par exemple, c'est la grande salle de motricité qui est à l'intérieur, qui est presque pour nous un espace extérieur d'ailleurs, qui est éclairé par ce dispositif de poutre en S, là, ou en Z. Et qui, vous voyez, en fait, utilise du béton et du bois, exactement comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. En fait, du coup, on a travaillé sur l'ensemble des détails de ce bâtiment, avec l'idée qu'on pouvait avoir parfois du béton intérieur, parfois du béton extérieur, et tout ça, malgré tout, en limitant les ponts thermiques. On a quelques ponts thermiques, finalement, évidemment, quand on mélange l'isolation intérieure et extérieure, mais qui, à l'échelle du bâtiment, sont finalement assez réduits, et qui nous permettent, en tout cas, d'être performants comme la loi nous le demande. Voilà. Alors ensuite, on a eu la chance sur ce bâtiment d'avoir un maître d'ouvrage vraiment éclairé et qui nous a confié une mission sur le mobilier intérieur. C'est vrai que c'est un travail qu'on avait initié et puis que le maître d'ouvrage a permis de continuer. En gros, quand je dis nous a permis, ça nous a payé pour le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, même rarement le cas, vous savez. Et en fait, ce qu'on a fait, c'était intéressant, c'est qu'au départ, il y a un programme qui était très bien fait. Ils avaient un tableau avec l'ensemble des éléments de mobilier de matériel, de mobilier, d'objets qui étaient nécessaires dans le bâtiment, qui allaient de 75 chaises à un défibrillateur, un ordinateur portable, etc. Donc on a pris ce tableau et on leur a dit, ben voilà, on fait plusieurs colonnes. Il y a la colonne des choses sur lesquelles on ne va pas beaucoup vous aider. Vous voyez le genre de truc, quoi, genre le téléphone, tout ça. Bon. Il y a la colonne de ce qu'on va dessiner, bien sûr, genre la banque d'accueil, comme d'habitude. Et puis, après, il y aura deux colonnes. Il y a une colonne où des objets qu'on vous propose de dessiner de manière inhabituelle. Et puis la colonne de ce qu'on va vous aider à choisir ce catalogue. Alors la colonne qui était intéressante, c'est celle-ci. C'est les objets qu'on ne dessine pas habituellement. Et donc, là-dedans, on avait dit... on met les chaises, les tables, les jeux pour enfants, et on verra si on y arrive. C'est-à-dire, en gros, on leur a dit, on fait le pari, c'est-à-dire, si on arrive à passer dans les prix, qui sont les vôtres, qu'ils avaient définis au préalable, alors on le fait sur mesure, sinon on les prendra sur catalogue. Voilà. Et donc, on y est arrivé, à peu près, et avec... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait ce maître d'ouvrage, il avait déjà fait ça avec d'autres archis. Il y a des collègues à Clermont qui s'appellent MTA qui avaient fait ça avant sur un autre bâtiment aussi très joli pour le même maître d'ouvrage. Et ils avaient aussi dessiné sur mesure le mobilier. Donc c'est vrai je pense qu'on a bénéficié aussi de ça, c'est-à-dire de cette aide de nos confrères avant qui avaient finalement initié ce travail-là. Voilà. Et donc on a mis au point un certain nombre de trucs, en particulier les chaises. Il se trouvait que sur la commune, il y avait une usine de fabrication d'emballage en carton et qui s'était mis un peu à faire du mobilier en carton récemment. Et donc on allait les voir et donc on a mis au point avec eux les chaises qui sont en fait un espèce de dossier comme ça, dossier assise en carton, posé sur une ossature bois qui était faite par le menuisier du chantier. Voilà. Et donc la version adulte, la version enfant. Et en fait, c'est ce qu'on a fait, les tables également. Et voilà, et ça, donc partout dans le bâtiment, c'est la salle de restauration, on a ces chaises qui sont des chaises en carton. Ça fait à peu près 2 ans là, et elles tiennent super bien, ça fonctionne bien. Et puis voilà, alors c'était pas hyper évident au début d'arriver à convaincre le maître d'ouvrage que dans un restaurant avec des enfants, avec 70 enfants, on pouvait mettre des chaises en carton. Mais finalement, en fait, ce qui les a convaincus, c'est que le truc en carton là, il vaut 15 €. C'est-à-dire, en geux, c'est un truc qui est fait avec une découpe numérique. Ça vaut 15 €. Donc vous voyez, dans 4-5 ans, si jamais le truc est vraiment abîmé, ça fait que 15 € fois une centaine de chaises. C'est pas négligeable, c'est pas rien, mais ça va, ça reste raisonnable à l'échelle du projet. Voilà, et puis on s'est aussi
aussi travaillé sur les jeux pour enfants. Alors ça, c'était pas facile. On a reçu la norme des jeux pour enfants. C'était en fait, je sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. Là, c'est un truc incroyable. Ça fait c'est 500 pages. En fait, en France, il faut savoir que la norme, on est les seuls à avoir à appliquer la réglementation européenne en termes de jeux pour enfants. La réglementation européenne qui est hyper contraignante, qui en fait, en plus, est appuyée sur l'industrie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des jeux sur enfants sur mesure, on est obligé, par exemple, de fabriquer une notice de montage, une notice d'entretien. Ce qui est, vous voyez, en gros, c'est fait pour l'industrie, quoi. Et en matière de contrôle technique, en fait, le bureau de contrôle qui nous a aidés sur ce sujet-là, il n'y en a que 2 en France. Il est venu de Brest. Et le coût du bureau de contrôle sur les jeux pour enfants, c'est l'équivalent du coût du bureau de contrôle pour l'ensemble du bâtiment, c'est évidemment. Voilà. Mais bon, donc peut-être que c'est un peu exagéré, j'en sais rien, certainement même. Mais bon, on a mené cette aventure-là. Et ce qui était génial, c'est que surtout on l'a fait avec les animatrices du centre de loisirs, c'est-à-dire qu'on a vachement bossé sur, en gros, qu'est-ce qui était pour eux un jeu pour enfants, à quoi ça correspondait et tout ça, d'une part. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que ça nous a... Donc ça, c'est les jeux des grands, par exemple. Et ça, c'est les jeux des petits. Et ce qui était intéressant en particulier pour les jeux des petits, c'est qu'on était dans un patio, un espace un peu contraint, petit, etc. Et que quand on voulait mettre une maison de catalogue, vous voyez les trucs là, en contreplaqué, backélisé, en fait, ça passait pas. C'est-à-dire qu'avec la norme, il y avait des normes de recul, etc., qui ne permettaient pas de passer dans cet espace-là. Du coup, en fait, on a fabriqué une cabane qui était contre le mur de soutènement, qui du coup avait les normes qui s'appliquaient que d'un côté, et donc on avait les reculs finalement qui étaient suffisants pour être dans ce petit espace. Voilà. Bon, c'était intéressant, puis surtout ça a été fabriqué par un menuisier du coin. Voilà, j'ai fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Boris. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu des questions? C'est un peu une tradition au 308. Je ne sais pas qui veut commencer. Toujours les premiers, les plus durs. Pourtant, il y a matière là à se questionner. Pardon. Bonjour, moi je me posais une question sur le pisé du coup du premier bâtiment. Vous avez tout fait sur place et manuellement quand on voit justement le fouloir manuel, tout est manuel. Oui, c'est un fouloir pneumatique, c'est-à-dire vous avez vu, hein, en gros c'est une sorte de marteau-piqueur sur lequel ils ont adapté en fait un espèce de gros fouloir en bois, quoi. Voilà. Et après si je raconte la petite histoire du pisé, c'est rigolo. En fait, on a travaillé avec un artisan du coin, là, du village d'à côté, qui en fait s'était formé aux techniques du pisé un peu sur le tard. C'est un maçon en fait avec deux, trois gars. Et il s'était formé avec les spécialistes du pisé, là, un gars qui s'appelle Nicolas Meunier, là, qui est un maçon qui connaît très bien le pisé. Mais lui, notre maçon à nous, n'était pas vraiment un spécialiste du pisé, c'est-à-dire qu'il en avait fait quelques-uns, il s'était formé parce qu'il y avait des gens qui lui demandaient de réparer des granges ou, voilà, dans le coin, mais c'était pas vraiment le spécialiste. Et donc, du coup, par exemple, il était un peu inquiet sur la terre, c'est-à-dire qu'il ne savait pas trop quelle terre utiliser. En plus, la terre n'était pas... je vous ai dit que c'était un hôtel qui avait été démoli, donc on était sur du remblai. Du coup, il était un peu inquiet avec cette matière. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est la commune une dame là, qui est adjointe, qui en fait a fait le tour un peu du village et qui allait voir un peu les gens qu'elle connaissait en leur disant vous avez un mur de clôture là, qui est en super mauvais état, est-ce qu'on ne peut pas le récupérer? Donc en fait, c'est toute la terre qui a été récupérée des petites ruines qu'il y avait dans le village et qui a servi au pisé parce que notre piseur, en fait, il n'était pas hyper au point sur l'utilisation du pisé. Voilà. Et après, ça a été, en gros, il allait chercher, il mettait dans son camion, et puis après, il y avait un mec qui jetait deux mecs qui jetaient avec une pelle entre les branches, et puis un qui compacté. Voilà. Le maire, c'est du boulot, quoi, effectivement. Ce que dit le maire, souvent, c'est que, en fait, c'est clair qu'il y a eu un petit surcoût. Le surcoût, c'est à peu près 30 000 euros sur le bâtiment. Le surcoût lié au pisé, c'est 30 000 euros sur un bâtiment qui vaut 800 000, enfin 750 000 euros. Ce que dit le maire, c'est qu'en fait, bien sûr, il y a un petit surcoût, mais l'argent public, il a été dépensé pour de la main-d'œuvre, c'est-à-dire de la main-d'œuvre locale, et pas pour des produits fabriqués à l'autre bout du monde. Voilà. Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que sur tout ce qu'on a vu là, il y a eu des fois besoin de déposer des avis techniques d'expérimentation ou pour ces projets-là ou d'autres de l'agence ou pas? Non. En fait, on n'a jamais eu les moyens de le faire, et notamment sur le pisé, par exemple.
on s'appuie, enfin je dis toujours ça, je ne sais pas trop si j'ai raison, mais en gros c'est appuyer sur le DTU qui est le DTU de la maçonnerie traditionnelle, c'est-à-dire en fait qui est la brique et la pierre. Donc un mur en pisé, ça n'a rien à voir avec, à part que c'est un mur poids, ça n'a rien à voir avec de la brique et de la pierre. Donc en gros, pour dire les choses, on a fait un bâtiment hors assurance en quelque sorte. Voilà. Ce qui est, le bureau de contrôle, c'est une question qui revient souvent aussi, en fait il a été recruté après la décision de construire en pisé. C'est-à-dire en gros on a recruté le bureau de contrôle, on a fait cahier des charges avec la commune en disant ça sera un bâtiment en pisé. Donc du coup il était un peu coincé par la situation et il nous a fait confiance finalement sur les techniques. Est-ce que, pardon, c'était du pisé stabilisé ou pas avec un petit peu de ciment ou de chaux ou pas Alors, du tout? c'était non, c'est pas la technique traditionnelle. C'était en fait du pisé. Il y a un petit peu de chaux en fait qui correspond. Je vais montrer une photo où on peut le voir. Pardon. Voilà. Donc on l'aperçoit ici, c'est-à-dire en fait le maçon, il finissait ses lits avec un petit peu de terre mélangée à la chaux. C'est-à-dire en gros la terre était de la terre compactée brute. Il finissait chaque lit avec une terre mélangée avec de la chaux, d'une part. Et d'autre part, en fait on avait vu dans le village, il y avait des exemples, des angles comme ça, avec ce motif qu'on appelle, je crois, motif en sapin. Dans les angles, et du coup nous on trouvait ça vachement beau, et donc on lui a dit, quand il a fait le premier mur, et il n'avait pas fait quoi, et donc on lui a dit mais c'est dommage, il faut faire ça, ça doit servir à quelque chose certainement, en fait il nous a dit oui ça sert pas à grand chose, mais ça servait surtout à protéger les angles de mur, parce que évidemment quand on avait les angles sont toujours plus fragiles, une charrette qui passe, je sais pas quoi, donc du coup il l'a fait, et il l'a fait a posteriori sur les premiers murs, c'est-à-dire en fait il a passé un coup de disqueuse et puis il a rempli avec de la chaux, donc c'est pour ça que c'est un peu blanc comme ça, là. Enfin la chaux mélangée à de la terre. Puis après sur la suite, il les a fait au fur et à mesure. Voilà. Après en cherchant dans la littérature, on a vu que c'était aussi ça jouait le rôle de chaînage pour renforcer les angles, etc. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Boris. Dernière, du coup, petite question. Du coup, le liège, il servait de coffrage pour le deuxième mur quand il y avait deux murs parallèles. Vous connaissez l'histoire, c'est ça? Non, je sais pas, ça justement. J'ai pas dit que c'était du liège encore. Si, en isolation. Ouais. Putain, je voulais garder la surprise et voilà. Oui, effectivement, en fait, on avait un problème technique qu'on a résolu un peu de manière rudimentaire, parce que je dis rudimentaire parce qu'on n'a pas vérifié que ça fonctionnait, etc. Enfin, ça a l'air de fonctionner, mais on n'a pas fait le test. C'est qu'en gros, on voulait faire un double mur pour avoir du pisé intérieur, extérieur, isolé, etc. Et en fait, on ne savait pas trop comment s'y prendre, c'est-à-dire comment mettre l'isolant, quel isolant mettre, etc. Donc finalement, on s'est dit, tiens, ce qu'on pourrait faire, notre hypothèse, ça a été de dire, on va faire un premier mur porteur, ensuite on va mettre un isolant, et puis on fera le deuxième mur après. En se disant, on laissera les tiges de banche, on mettra l'isolant autour des tiges de banche et du coup on pourra serrer le mur. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un isolant rigide. Et évidemment, on voulait un isolant qui respecte le pisé, c'est-à-dire c'était complètement con de mettre du polystyrène entre les deux murs de pisé. C'était idiot d'un point de vue écologique, bien sûr, mais c'est surtout idiot d'un point de vue technique, c'est-à-dire que ça aurait fabriqué une barrière hygrométrique qui aurait été un problème. Et donc on a trouvé que le liège en fait, avait un coefficient de transmission de l'humidité qui était très proche du pisé. Et du coup, on s'est dit que... Bon, voilà, c'est une chose qu'on n'a pas vérifiée, hein, mais ça a l'air de marcher, que du coup le liège laisserait passer l'humidité à peu près comme le pisé. Et c'est très important parce que vous savez, une des qualités principales du pisé, c'est qu'il laisse passer l'humidité, c'est-à-dire qu'il régule, et surtout quand on fait un mur qui fait quasiment 1 mètre d'épaisseur, c'est un vrai régulateur d'humidité, quoi. C'est-à-dire quand l'intérieur est humide, il absorbe l'humidité, et évidemment l'inverse. En particulier, on dit qu'un mur en pisé, pendant les saisons humides, il va absorber 1% d'eau. 1% c'est beaucoup sur un mur, et qui évidemment il va le restituer, c'est-à-dire l'été quand le soleil tape sur le pisé, en fait il restitue à l'intérieur, c'est ce qui fabrique entre autres avec l'inertie la fraîcheur. Et donc évidemment le fait de mettre un isolant étanche aurait interdit cette chose-là. Voilà. Donc du coup on a fait ça, puis donc le liège était rigide, et puis il était aussi, il avait la qualité d'être imputrescible. Voilà. Donc même si au pire on se plantait, c'était peut-être pas trop dramatique. Voilà. Après évidemment c'était un matériau cher, donc on n'a pas mis partout, mais voilà, il a servi à ça. Et alors c'est marrant parce que d'ailleurs
alors quand on a décrit cette technique, là, tous les spécialistes du pisé nous disaient non, ça ne marchera jamais, c'est impossible de couler comme ça, etc. Et en fait, le maçon, il a été même encore plus malin que nous. Alors, lui, il n'a pas fait les murs l'un après l'autre. En fait, il a mis une branche de chaque côté, il a mis le liège au milieu, il l'a calé, et il a coulé ces 2 murs en même temps, au fur et à mesure, comme ça. Voilà. Donc, et ça a bien marché, ça s'est parfaitement passé. Voilà. D'autres trucs qui ne sont pas très bien passés, mais ça s'est bien passé. Quoi? Ce qui s'est pas bien passé, c'est que, en fait, on avait, ni lui ni nous avons anticipé la présence du pisé dans un chantier neuf. Et donc, on a coulé les murs en pisé à l'été. C'était la chose qu'on avait essayé de faire dans le planning parce que le séchage est plus rapide, etc. Et on a coulé la dalle. En fait, le bâtiment, c'est des murs en pisé au rez-de-chaussée sur lesquels on pose une dalle en béton. Et après, il y a une ossature bois qui est posée sur la dalle en béton. Et quand le deuxième maçon a coulé sa dalle en béton, c'était juste avant les vacances d'été. Et du coup, il a plu tout le mois d'août. Enfin, tout le mois d'août. Ouais, dans les Vaux-de-la-Forez, il pleut quand même pas mal au mois d'août. Il a eu des gros orages au mois d'août. Et donc, la dalle a récupéré l'eau et là, a fait couler sur les murs en pisé. Et donc, on a tout le mur d'une façade, dans le sens de la pente, de la dalle, qui était lavé quoi, par l'eau, et même un angle du pisé qui, pendant l'été, a réussi à s'effondrer. Voilà. Alors, c'était pas grave, ça tenait tout ça. Mais malgré tout, quand on est revenu au mois de septembre, il a fallu reprendre. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le maçon, c'était un maçon qui avait été formé plutôt aux techniques de réhabilitation. Du coup, en fait, c'était pas vraiment un problème. Enfin, il râlait parce qu'il aurait aimé que ça, évidemment, pas refaire le boulot. Mais en fait, sa grande qualité, c'est qu'en fait, il savait faire ça. Et c'est aussi la grande qualité du pisé, c'est-à-dire que si le mur il s'abîme, en fait, on peut revenir par-dessus, crépir, taper, coffrer, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, on voit encore des coulures, mais c'est pas dramatique non plus, quoi. Oui, attendez, je vous passe le micro. Là, dans les 3 projets que vous nous avez présentés, vous avez effectivement dit que les maîtres d'ouvrage étaient plutôt éclairés et ouverts à vos histoires. C'est des gens que vous cherchez en particulier, ou c'est quand vous les rencontrez, vous arrivez à les emmener avec vous dans ces aventures, ou dans quel sens ça peut se passer? Est-ce que ça serait possible avec n'importe qui? Ouais, c'est-à-dire tout n'est pas possible avec n'importe qui, ça c'est clair. Par contre, j'ai dit que sur Arconsa, on avait un maître d'ouvrage éclairé. Je ne l'ai pas dit sur les autres. Après, vous voyez, quand on dit un maître d'ouvrage, c'est aussi un maître d'ouvrage, ça désigne un ensemble de personnes. C'est-à-dire, quand vous construisez pour une commune, vous avez le maire qui a une personnalité, son adjoint qui a une personnalité, son conseil municipal qui a encore une autre personnalité, le mec qui est chargé de suivre les travaux, le directeur des services techniques, des fois l'assistant maîtrise d'ouvrage. Et parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui sont éclairés, d'autres qui le sont moins. Ou il y a des gens qui sont intéressés par des sujets, d'autres qui ne le sont pas. Donc moi, je pense que, en fait, on a tendance à dire que l'architecture, il n'y a pas de bonne architecture sans bon maître d'ouvrage. Moi, je m'inscris complètement en faux avec ça. C'est-à-dire, en fait, on n'a que des mauvais maîtres d'ouvrage ou que des bons maîtres d'ouvrage, j'en sais rien finalement. C'est-à-dire, on n'a que des gens qui construisent une histoire, un projet, sans être des architectes. Et c'est bien normal. C'est-à-dire que notre boulot à nous, c'est d'être des architectes. Leur boulot à eux, c'est d'être des maîtres d'ouvrage. Et donc, on a des maîtres d'ouvrage qui sont éclairés sur certains sujets. C'est-à-dire, en gros, quand on leur propose de dessiner le mobilier, ils jouent le jeu. C'est-à-dire, ils acceptent d'une certaine manière de prendre un risque, quoi. Mais sur d'autres sujets, ils ont été extrêmement pénibles. Je ne vais pas dire quoi, mais voilà. Donc, c'est pas... en fait, on a des maîtres d'ouvrage comme les autres. Après, peut-être qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui nous fuient. Je pense qu'ils ont bien raison, d'ailleurs. Mais comme tous les architectes, c'est-à-dire, je pense qu'on a des manières de travailler qui conviennent. Et puis, bon, après, vous savez ce que c'est. C'est aussi des relations humaines, c'est-à-dire les gens, ils font confiance. Voilà. Après... Maintenant, au début, quand je faisais les oraux pour être retenu sur des trucs, je disais, vous allez voir avec nous, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème et tout ça. Ça, j'ai arrêté. C'est-à-dire maintenant, quand je fais un oral, je dis, avec nous, c'est compliqué, on va prendre des risques. Bon, ce sera des risques calculés, mais je peux vous dire que ce sera compliqué. On aura des problèmes sur le chantier, il faudra les régler. On a l'habitude de le faire parce qu'on fait des expériences, quoi. Voilà. Je préfère le dire parce que sinon, c'est la galère après. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Boris, pour ces éclairages.